Pas toujours simple de gérer toutes les contraintes des réseaux sociaux, les algorithmes sont de plus en plus exigeants. Prenez LinkedIn, comme tous les réseaux, ils ont une dent contre les liens externes. Normal, ils veulent que vous restiez chez eux. Oui mais bon, moi si j'écris des posts, c'est aussi pour vous parler de ce que je fais. Du coup, on est nombreux à mettre nos liens en commentaire, histoire de ne pas être pénalisés par l'algorithme. Mais alors là, merci la charge mentale, j'ai déjà 1000 choses à penser. Si en plus je dois revenir sur chaque post que je planifie pour ajouter un lien en commentaire, je vais exploser. C'est là que Swello, mon partenaire, entre en scène. Avec Swello, vous programmez votre post et votre lien en même temps, sans avoir à y revenir. Votre charge mentale vous dira merci. Et comme vous écoutez le podcast du marketing, vous avez le droit à une réduction de 20% et vous pouvez même l'essayer gratuitement pendant 7 jours. Pour en profiter, il vous suffit d'aller sur lepodcastdumarketing.com/Swello, SWE2LO. Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 151. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Il y a un truc qui me fascine, c'est la capacité qu'ont les gens à soutenir le projet de quelqu'un d'autre et tout particulièrement les projets entrepreneuriaux. Finalement, je sais pas trop pourquoi, la France c'est pas exactement le pays de l'entrepreneuriat, on est plutôt invité à trouver un CDI qu'à monter une boîte, on entend partout qu'une entreprise sur deux ne dépassera pas les 5 ans et les banques, elles sont pas toujours au rendez-vous quand il s'agit de mettre des sous sur la table. Mais les gens, les vrais gens, les gens comme vous et moi, des gens que souvent vous ne connaissez pas, eux, ils sont souvent prêts à ouvrir leur porte-monnaie pour qu'un projet voie le jour. Alors, est-ce que c'est du pur altruisme? Est-ce que c'est l'idée d'être à la source d'un projet? Est-ce que c'est un moyen justement de prendre part à l'entrepreneuriat? J'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que chaque jour, des projets sont financés par de parfaits inconnus sur des plateformes de crowdfunding et je trouve ça absolument génial. Mais on va pas se mentir, on ne lance pas une campagne de crowdfunding comme ça. Non, parce que oui, on pourrait croire qu'il suffit de créer un profil, imaginer 2 ou 3 contreparties, fixer un objectif de gain et une date limite et boum, c'est parti, l'argent tombe du ciel. Non, bien sûr, c'est pas comme ça que ça se passe, loin de là. Construire une campagne de crowdfunding, c'est construire une campagne de lancement, si ce n'est qu'on le fait bien souvent avant même que le produit soit finalisé. Mais ça reste une campagne de lancement avec beaucoup de choses à faire. Alors pour comprendre ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut faire pour se lancer, j'ai demandé à Inès Sadala de partager ses secrets. Inès est la cofondatrice de Signe, une marque de collants lancée en 2021 sur Ulule. Et on peut dire qu'ils ont bien bossé, puisque Signe fait partie du top 5% des meilleurs lancements. Alors, je vais être très claire tout de suite, cet épisode est une pépite pleine de pépites. Inès a tellement de choses à nous apprendre que j'ai été incapable de faire tenir tout ça dans un seul épisode. Hors de question de couper, tout est trop important dans tout ce qu'elle dit, alors exceptionnellement, j'ai décidé de scinder notre discussion en 2 épisodes. Vous écoutez donc la première partie, la seconde sera publiée dans quelques jours, ce mardi. Je vous fais pas attendre plus longtemps et je vous propose d'accueillir tout de suite Inès Sadala. Bonjour Inès, bienvenue sur le podcast du marketing. Bonjour, merci à toi. Écoute, je suis super heureuse de te recevoir aujourd'hui. On va parler d'un sujet dont on n'a jamais parlé sur le podcast du marketing, qui est un sujet que je maîtrise pas parce que tout simplement je ne l'ai jamais fait, même si j'en ai suivi beaucoup. Je trouve ça passionnant, je trouve le concept et le système génial. On va parler de campagne de crowdfunding et de surtout comment est-ce qu'on peut faire pour réussir sa campagne de crowdfunding, parce qu'on sait que c'est pas forcément si simple, que ça demande quand même un peu de stratégie et d'y réfléchir. Donc tu vas tout nous raconter, parce que toi Inès, je vais te laisser m'expliquer dans 2 secondes, mais je le dis très rapidement, toi Inès, tu as lancé
un produit via une campagne de crowdfunding avec ton associé. Et cette campagne a super bien marché puisque, si je dis pas de bêtises, vous êtes dans les top 5% des campagnes de crowdfunding d'Ulule. Donc déjà, bravo à toi. Je trouve ça assez fou, assez génial. Tu vas nous expliquer comment vous avez fait et puis surtout, tu vas nous donner tes conseils pour savoir comment faire si on a envie de lancer une campagne, comment faire pour que ça fonctionne. Avant qu'on rentre dans le détail, Inès, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais? Avec plaisir. Donc bonjour à tous, moi c'est Inès Sadala, j'ai 26 ans et je suis la cofondatrice de Signe. Donc rapidement, Signe, c'est les collants les plus résistants fabriqués 100% en France. En fait, l'idée m'est venue en février 2020, juste avant le premier confinement. Toutes les femmes de ma famille se sont mises à se plaindre de leurs collants lors d'une soirée familiale. Ils se filent trop vite, ça coûte trop cher et puis il n'y a aucune marque qui les convenait. Le lendemain, je me souviens d'un reportage Arte visionné 10 ans auparavant sur l'obsolescence programmée et les collants faisaient partie de leur sujet. Et en parallèle, je réalisais mon mémoire de fin d'études sur l'entrepreneuriat féminin. Je me rends compte qu'il y a très peu de femmes qui entreprennent et je me dis que le collant était peut-être voué à ne jamais changer. Et donc là, j'en parle à Axel, mon associé, qui lui voulait entreprendre depuis un moment et on commence à travailler sur le sujet, à trouver le moyen d'innover sur ce marché qui est vieillissant. Enfin, c'est une industrie qui pollue beaucoup et qui est très vieillissante. Il y a des marques installées depuis un moment et qui produisent finalement des collants qui ne durent pas. Donc en fait, on a démarré 1 an de R&D pour trouver le moyen de produire un collant qui dure vraiment. On a trouvé un atelier familial expert dans le collant depuis plus de 70 ans dans le sud de la France qui a accepté de travailler avec nous sur le projet. Et c'est comme ça qu'on a fait du coup 1 an de R&D. On a trouvé un fil in fine extrêmement résistant qui est issu du monde de l'escalade et qu'on a détourné pour produire notre collant. Une fois qu'on a testé notre collant en laboratoire auprès d'une communauté de proches, on a dit on s'est dit go, les résultats sont assez intéressants pour se lancer. Et donc, moi, j'ai tout quitté. On était tous les deux consultants en stratégie et marketing à la base. Donc, j'ai tout quitté pour lancer effectivement Signe sur Ulule, donc, qui est une plateforme de financement participatif en novembre 2021. Je trouve ça complètement dingue. J'adore la genèse de l'histoire quand tu dis j'ai réalisé, ce qui est vrai, je le vois moi aussi également. Il y a peu de femmes entrepreneurs et donc s'il y a peu de femmes entrepreneurs, on peut imaginer qu'effectivement l'univers du collant, parce que évidemment c'est quand même éminemment féminin, risque pas de trop évoluer. Ce que j'ai cru comprendre aussi, c'est que t'avais quand même ressenti qu'il y avait une espèce de résistance au fait de produire des collants qui justement plus résistants parce que les gens te disaient attends, tu as tué le business, quoi. C'est-à-dire que si tu fais des collants résistants, les gens vont en acheter moins. C'est quand même assez je comprends l'idée business, mais c'est assez triste, surtout de nos jours où, tu le dis, c'est un produit qui est polluant, bien sûr. C'est quand même assez triste de se dire ça. Je trouve ça assez génial que vous arriviez avec un produit qui, du coup, va nous permettre, d'économiser de l'argent, mais surtout d'être plus éco-responsable et puis d'éviter aussi d'avoir dans notre journée, quand on met une robe, une jupe, ce fameux collant qui file. Et ma prof de commerce en école de commerce, donc ça date pour moi, qui me disait toujours, je m'en souviens pour te dire, qui me disait toujours « Ayez toujours un collant de rechange dans votre sac à main, les filles, parce que ça file en permanence. » Donc, merci, on va pouvoir laisser le collant de rechange à la maison. Non, exactement. Et tu fais bien de parler de l'aspect éco-responsable parce que nous, ça nous tient à cœur quand on s'est rendu compte que c'était un produit qui polluait et qui n'était pas du tout recyclé. On s'est dit, en fait, il y a beaucoup de choses à faire sur cette industrie et c'est pour ça que nous, on a aussi pensé au service et à d'autres actions derrière. C'est qu'on garantit pendant 30 jours tous nos collants. Donc, peu importe ce qui se passe, on récupère le collant et on en renvoie un à la cliente ou au client, parce qu'on a aussi quelques clients parmi notre base, et on les consigne en fin de vie, donc à nos frais, on récupère le collant, et on travaille, nous, actuellement, sur un programme de recyclage. On a quelques idées en tête. Il ne faut plus que les mettre en place, mais en tout cas, nous, ça nous tient à cœur de trouver un moyen de les recycler un jour. Génial. J'adore l'idée. Bon, alors, je te propose qu'on parle de cette fameuse campagne Ulule qui a ultra bien fonctionné. Avant qu'on démarre, parce qu'on a plein de trucs à dire. Puis alors, moi, je te le disais en off juste avant, moi, je vais avoir 1000 questions. Donc, on va essayer d'être ultra sharp pour pouvoir avancer. Mais avant de démarrer sa campagne, est-ce qu'il y a quand même des trucs à savoir? Est-ce qu'il y a des conseils que tu as à donner dès le départ? Oui, je pense qu'il y a un petit peu de contexte. Effectivement, quand on veut lancer une campagne de crowdfunding,
savoir qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup de projets qui se lancent sur les plateformes de crowdfunding. Et en fait, il y a un peu, on va dire, quelques règles du jeu à savoir et à bien connaître et à bien avoir en tête. C'est qu'en fait, ça se prépare. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail en amont. Et qu'en fait, on va dire la campagne en elle-même, c'est juste la concrétisation d'un travail de plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour certaines actions. Et donc, voilà, il y a quelques règles du jeu, comme notamment, il faut taper fort dès le début. C'est-à-dire qu'en fait, tout se joue sur les premiers jours de lancement, les premières heures, les premiers jours, où en fait, il faut que, et en fait, sur les plateformes de crowdfunding, on fixe un objectif soit de chiffre d'affaires ou soit de nombre de produits vendus. Et il faut limite que voilà les 48-72 premières heures, il faut déjà remplir cet objectif, il faut Ah, l'atteindre. waouh! Et en fait, effectivement, donc l'objectif, c'est d'amener du flux nous-mêmes en tant que porteurs de projet sur la plateforme pour que la plateforme nous mette en avant aussi à travers différentes actions, des mises en avant sur les premières pages parce qu'on remonte dans les flux. Il y a une newsletter qui est envoyée tous les mois et qui met en avant quelques projets qui plaisent bien. Et donc ça, comme il y a beaucoup de lecteurs, et ben forcément, ça fait un pic de vente durant la campagne. Et en fait, la plateforme rend un peu les efforts fournis aussi par les porteurs de projets dans ce sens-là. Et aussi d'un point de vue consommateur, en fait, les gens ne veulent pas passer à côté d'un projet qui fonctionne. Ils ont un peu l'impression de louper quelque chose s'ils n'ont pas précommandé. Donc ça joue aussi dans l'engouement et la préparation en amont. Et après, voilà, il y a tout ce qui est création de communauté. On en parlera justement dans les étapes. Et il faut être prêt aussi à sprinter pendant un mois parce que ça va être court, intense et ça va être très intense. Voilà. Et Ouais, pas je mal de pense que choses pendant et c'est après. bien que c'est bien que tu le précises parce qu'effectivement, on a tendance un petit peu à voir ces campagnes ou n'importe quel lancement parce qu'en fait, c'est un lancement, hein, une campagne de crowdfunding, c'est Exactement. pas autre chose qu'un lancement de produit, hein. Mm. Même si le produit est pas forcément toujours déjà totalement réalisé, la réalité c'est que c'est un lancement, en tout cas d'un point de vue communication. Il faut bien comprendre que comme n'importe quel lancement, tu le dis très justement, il n'arrive pas comme ça d'un coup. On le prépare depuis des semaines et des mois. Il y a beaucoup, beaucoup de travail en amont, donc il faut vraiment l'avoir en tête. C'est pas parce que le produit est pas finalisé qu'il n'y a pas vraiment tout ce travail de communication qui est conçu. Et puis, tu le disais, c'est un petit peu sur le temps, hein, qui a un temps à définir ta campagne. C'est vraiment un sprint, donc il faut avoir l'énergie, faut se préparer. Moi, je dis toujours, dans ces cas-là, il faut tout prévoir pour que tout ce qui est autour fonctionne. C'est-à-dire qu'il faut prévenir la famille qu'on sera peut-être un peu moins dispo. Alors moi, je donne mes trucs à moi. Moi, j'ai pas le temps de cuisiner. Je suis pas une grande cuisinière de toute façon, donc je me fais livrer mes repas ou alors je congèle et je prévois tous les repas. Tu vois, pour que le midi, j'ai pas besoin de m'arrêter pour pouvoir manger et manger sainement pour être en forme, etc. Enfin, il y a plein de petits trucs comme ça. Ça paraît un petit peu bête quand on le dit comme ça, mais la réalité, c'est que d'avoir de l'énergie dans ces moments-là, c'est ultra important parce que tout repose sur, souvent c'est une petite équipe hein, quand tu te lances. Là, vous étiez a priori 2. Bon, ça demande vachement d'énergie. Donc merci de le dire parce que je pense que voilà, pour que les projets qui marchent, c'est des projets où on en sort un petit peu sur les genoux. Donc il faut se préparer. Je suis d'accord. Super. Écoute, tu me disais que tu avais 9 choses à faire, 9 étapes dont on pourrait parler aujourd'hui pour avoir une... Alors 9 étapes, c'est beaucoup, hein, donc attendez, préparez-vous les amis, sortez les cahiers de notes, hein, il y a de quoi faire, mais c'est génial. Je te propose qu'on démarre tout de suite sur la première chose à faire, ou en tout cas l'une des premières choses à faire pour bien construire son lancement. Oui, alors la première étape, je dirais que donc c'est de bien travailler son produit et son positionnement. C'est un peu le b.a-ba d'un projet. C'est vraiment nous, on avait à cœur de vraiment lancer quelque chose de différenciant, d'innovant, donc ça a pris du temps. On savait même pas si on allait se lancer un jour parce que, voilà, le produit était, selon nous, le plus important. Donc il faut, bien travailler ça, donc le produit, il faut bien travailler le positionnement prix, les bons messages, en fonction de justement des attentes ou des besoins des consommateurs. Et donc, il faut bien travailler ça parce qu'en fait, une campagne qui fonctionne, c'est une campagne qui permet à une marque véritable de se lancer et de réussir dans le temps et de se pérenniser. Donc, c'est vraiment ultra important, vraiment. Ouais, faut être super clair sur effectivement comment tu te positionnes, comment tu communiques. Faut vraiment pas se dire que c'est juste un test.
c'est le lancement de ton produit. Donc, il faut que tout soit déjà bien carré dans ta tête sur ton positionnement. Ok, super. Est-ce que tu as l'occasion, est-ce que c'est une bonne chose d'aller échanger avec les autres personnes qui font des campagnes Ulule, peut-être celles qu'on fait avant toi ou celles qui sont en train de le faire en même temps? Comment est-ce que vous avez fait? Vous avez échangé avec d'autres personnes? Exactement, nous ça a été très game changer, d'échanger avec d'autres entrepreneurs, soit qui s'étaient lancés sur Ulule, soit non, même, vraiment des lancements qui ont en tout cas bien fonctionné. Nous, on a échangé avec quelques entrepreneurs, on a regardé aussi, beaucoup on a vraiment beaucoup regardé les campagnes Ulule qui avaient fonctionné et on identifiait un peu des patterns, communs, et c'est comme ça aussi que nous, bah, forcément, inconsciemment ou consciemment, on a construit notre lancement et donc typiquement, on a eu un échange avec un entrepreneur, très expérimenté qui est Ben Guerville, le cofondateur de Spring. C'est de la lessive clean enfin livrée directement en boîte aux lettres. On contactait tout simplement sur LinkedIn, on relançait jusqu'à avoir réussi à avoir un échange, notamment avec lui, qui a bien voulu nous accorder du temps et qui nous a pendant 1 heure donné énormément de conseils. Et au final, on le dit à tout le monde, ça nous a fait gagner 6 mois et on n'aurait pas peut-être pas eu la campagne qu'on a réalisée jusqu'à maintenant sans ces conseils-là. Et typiquement, en fait, ce qui nous a, une des idées qui nous a transmises et qui nous a permis de réaliser la campagne qu'on a réalisée, c'est l'idée d'un espèce de jeu concours où en fait on avait une landing page sur lesquelles il y avait, on expliquait le projet, on se présentait, etc. Et en fait, on mettait en place un concours avec des actions à réaliser, et ces actions nous permettaient aux gens de gagner des points. Typiquement, s'abonner à la page Insta, ça faisait gagner X points, s'abonner à la page Facebook, répondre à un questionnaire qui nous permettait de connaître, nous, les habitudes de consommation, les besoins clients, etc. Enfin, vraiment beaucoup d'insights qui nous ont permis de contacter ces gens-là et d'échanger avec eux et de vraiment comprendre en profondeur les attentes des clients, et ce qui nous a permis du coup de construire nos messages et notre stratégie marketing sur notre campagne Ulule. Donc voilà, et ça, J'adore, excuse-moi, je te coupe, mais j'adore cette idée parce que ça fait plein de trucs en même temps. Ça te permet de mieux comprendre ton audience. Donc, t'es quand même, t'es déjà construit, ton projet est déjà construit en tout cas dans ta tête, mais il est pas totalement finalisé bien souvent. Donc, t'es encore en construction. Donc, ça te permet de co-construire avec ton audience. Ça, c'est quand même le nec plus ultra. Et en même temps, ça te permet de construire ta communication parce qu'à chaque fois que quelqu'un va s'abonner sur ton Insta, ton Facebook ou autre, ça ouvre sur sa communauté. Donc, ça fait grossir un petit peu moi, ce que j'appelle la boule de neige. Je trouve que c'est un super, super conseil. Et autre chose, là, vraiment, je trouve que c'est super ce que vous avez fait d'aller contacter d'autres entrepreneurs, même des gens vachement expérimentés où parfois on se dit non mais jamais ils vont accepter. D'abord, vous n'avez pas lâché l'affaire, vous y êtes allé peut-être à plusieurs reprises et c'est une bonne chose, même si il aurait pu vous dire non puis point barre. Mais je trouve que c'est super intéressant, moi, d'aller chercher à échanger avec d'autres entrepreneurs, même des gens qui nous semblent parfois un peu inaccessibles. Ils nous diront pas forcément oui parce qu'ils n'ont pas à nous dire oui, mais quand ils le font, on apprend 1000 trucs et faut pas hésiter à le faire parce que faut pas oublier que les gens sont quand même sympas en fait en général et ils sont contents de filer un coup de main, d'échanger, de donner de leur expérience. Donc c'est vraiment un bon truc à faire, à tenter en tout cas. Ouais, non, c'est vraiment ultra important. Et puis, en fait, c'est normal aussi de ne pas savoir, donc c'est normal de demander des conseils à des gens plus expérimentés. C'est comme tout. Voilà. Exactement, exactement. Et de toute façon, il y aura toujours quelqu'un d'autre qui saura un truc qu'on sait pas. Même si on est super expérimenté. Tu vois, j'en discutais hier avec le CEO d'Adidas Italie que j'ai interviewé pour un épisode bonus qui sortira, je sais pas quand, dans quelques mois, mais qui est passionnant et qui m'expliquait que même quand on est CEO, il faut être super humble et que lui, il demandait à une junior de venir toutes les 2-3 semaines dans son bureau lui expliquer comment fonctionnait. Elle était super forte en marketing digital. Lui, c'était pas forcément son truc. Et c'était sa junior qui venait lui expliquer. T'imagines un peu pour la junior ce que ça fait d'aller expliquer au CEO d'Adidas Italie. C'est quand même super, je trouve ça super classe. Donc oui, bien sûr, c'est normal de pas savoir et c'est normal de pas savoir n'importe quand qu'on démarre ou qu'on ait vachement d'expérience. Donc, faut pas hésiter à demander. Au contraire, moi, je trouve que c'est une grande preuve d'intelligence. Donc, super, bravo pour ça. Tu me parlais de la communauté. Tu me disais que justement vous avez co-construit avec eux. Est-ce que la communauté a pris une place importante dans votre campagne?
Ça a pris une place, centrale. Nous, on savait de base qu'on voulait co-construire une marque avec notre communauté. On pense que c'est nécessaire. Je pense que les clients, qui peuvent être les meilleurs ambassadeurs, de ta marque, c'est vraiment, quelque chose qui n'a pas de prix. Donc en fait, on s'est dit, ok, dès le début, comment on peut inclure la communauté. Et donc effectivement, et puis à la fois c'est important pour le lancement d'une marque, en fait, qu'il y ait des gens il y a plein de gens qui ont envie de participer à la construction d'une aventure, de voir un peu les choses évoluer, de voir vraiment les backstage de comment ça se passe, comment on avance, et de voir un peu le projet évoluer. Donc ça, les gens sont friands, et donc il faut leur donner l'opportunité de faire ça. Et donc nous, la construction de la communauté, donc passer de zéro à voilà, quelques centaines, quelques milliers d'abonnés, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux, c'est ultra important. Et c'est eux qui vont permettre de justement communiquer sur le projet. Et donc typiquement à la fois sur forcément la communication et gagner en visibilité, ça aide à ça. Et aussi sur les tests produits, les retours sur le produit, les retours sur un peu comment on communique, les photos, enfin vraiment tout le monde nous faisait des retours sur tout. Et même encore maintenant, on reçoit plein de messages sur notre site, vous devriez mettre ça comme ça. Enfin, vraiment, on encourage les gens à nous dire ce qu'ils pensent et à nous faire des feedbacks, parce que on pense que c'est nécessaire pour avancer, c'est nécessaire pour évoluer, progresser. Et puis c'est eux, c'est à eux qu'on parle. Donc si on ne les écoute pas, en fait, on fonce droit dans le mur, et puis juste on pense voilà. C'est ultra important. Et donc effectivement, quand on a typiquement travaillé sur le produit, nous on a tout de suite co-créé c'était à la base des proches qui ont testé le produit, qui nous faisaient des retours, qui nous disaient en fait sans filtre ce qu'ils pensaient du produit. Et ça c'est important de le faire développer, de le faire évoluer pour le lancement et même après. Nous on est en perpétuel. Ouais, carrément. Et puis c'est un peu l'essence du crowdfunding, moi je trouve, c'est vraiment, tu disais, les gens sont friands de savoir comment ça se passe, etc. Et je pense qu'ils ont aussi ce sentiment de faire partie du projet quelque part quand on participe. D'ailleurs, quand on participe à une campagne Ulule, c'est pas forcément pour obtenir des produits. Des fois, on donne de l'argent parce qu'on trouve que voilà, on a envie de soutenir un projet. Donc c'est super important effectivement de leur demander leur avis, de leur demander comment ils voient les choses, de leur demander ce qui va pas, quelle est la douleur, enfin moi je parle souvent de douleur, de problèmes auxquels on répond, et de vraiment comprendre, d'en profiter pour vraiment comprendre son audience et ses futurs clients. C'est super important, et peut-être encore plus sur une campagne de crowdfunding, parce que vraiment ils font partie de l'aventure en fait avec vous, et ça se voit, tu vois, ce que tu me dis là, l'équipe, l'entreprise a 1 an, votre produit a 1 an, vous avez fait le lancement l'an dernier, et finalement encore maintenant les gens spontanément vous donnent leur avis, vous disent ce qu'ils en pensent. Donc ils font partie de l'histoire, et ça je trouve ça assez génial. Et d'ailleurs, pour créer cette communauté, il faut réussir à l'engager, à échanger avec eux. Comment est-ce que vous avez fait, vous, qu'est-ce que vous avez mis en place pour qu'en fait les gens aient envie spontanément de vous donner leur avis, de parler avec vous, d'échanger? Vous avez mis en place des trucs? Exactement, ouais, non. Du coup, l'objectif numéro un, c'était de rassembler des gens. Et effectivement, l'objectif numéro deux, c'est de les engager, de les garder, de faire en sorte qu'ils participent à la création de la marque. Et donc, c'est ce qu'on appelle donc faire du lead nurturing. Et nous, en fait, on a tout de suite intégré ça. C'est vraiment depuis les premiers jours de Signe. On a envoyé, en fait, on a mis en place une stratégie d'emailing. Au-delà des réseaux sociaux, en plus des réseaux sociaux, bien sûr, de communiquer, de faire des posts, de faire des stories, etc. En fait, on a mis en place une stratégie d'emailing où on envoyait une newsletter toutes les semaines. Et en fait, cette newsletter, elle était composée de un peu tout ce qui se passait chez Signe. Et puis, dans cette phase-là de projet, en une semaine, il se passe beaucoup de choses. Et on a beaucoup de questionnements et on a besoin de beaucoup de feedback. Et en fait, on racontait les sujets sur le feu, donc le packaging, le produit, même la presse qu'on avait, les problématiques qu'on avait, vraiment. Nous, en plus, avec Axel, on a lancé ça depuis chez nous, on n'avait pas de bureau, donc en fait, on prenait des photos, de vidéos d'un peu tout ce qui se passait, et on demandait leur avis, et on créait des sondages, enfin vraiment. L'emailing a été tout de suite un gros axe stratégique chez nous, et on le développe encore maintenant, et on voit que ça a porté ses fruits. Et en fait, ça a été ultra intéressant, parce que les gens nous répondaient directement par mail, et on avait
en contact direct tous les clients qui voulaient participer au projet. Et même, par exemple, on réfléchissait déjà, on s'est dit, il faut qu'on en profite pour leur demander ce qu'ils imaginent en d'autres produits, parce que nous, on s'est lancé en monoproduit, monocouleur, donc vraiment, on avait beaucoup de choses à faire de ce point de vue-là, vu qu'on avait pas mal de R&D à faire. Et en fait, on envoyait des questionnaires des autres produits. Nous, ça nous permettait en fait de tout de suite penser à l'après, de voir aussi quel produit était prioritaire, parce qu'en fait, on avance comme ça, en fait. On leur demande d'abord ce qu'ils veulent et leur avis sur nous, ce qu'on pense, ou alors on n'a pas du tout d'idée de quoi que ce soit. Et une fois qu'on a leur retour, ou alors si on voit que voilà, il y a pas vraiment de choix à faire, et ben dans ce cas-là, on prend la décision. Mais en tout cas, c'est plus d'abord la communauté, et puis après, nous, on prend nos décisions. Et donc, effectivement, il y a une grosse stratégie d'emailing. Nous, on a préparé, par exemple, un kit de communication avant notre lancement, où en fait, c'était un kit avec des visuels, les messages déjà bien rédigés, avec les bons CTA, donc les call to action, les bons liens, les bonnes redirections, et qu'on a envoyé à tous nos proches, donc tout notre cercle 1, famille, amis, collègues, qui acceptaient de nous aider à communiquer sur notre projet. Et du coup, c'était à la fois ultra simple pour eux, et puis en même temps, nous, ça nous permettait de vraiment diffuser notre message à d'autres cercles. Et ça a été très intéressant aussi, parce que du coup, forcément, ça a participé à la réussite de la campagne, où on a vu, in fine, qu'on avait touché plein de cercles, et qu'il y avait beaucoup de gens qu'on ne connaissait pas, au-delà de notre cercle proche, qui a représenté... on a eu 515 contributions, ça représentait 60 personnes. Donc en fait, on a aussi un peu cette idée que les campagnes de crowdfunding, c'est nos proches qui investissent, alors que nous, pas du tout. On a touché vraiment d'autres cercles. Alors attends, là, tu as dit 2 trucs super intéressants. Premier truc, tu nous parles d'emailing. Et alors là, je te remercie parce que moi, je suis une aficionados de l'emailing. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, c'est génial. Voilà, sur le digital, on peut rien dire. Évidemment, les réseaux sociaux, ça permet de nous donner une visibilité quasi immédiate, ou en tout cas assez rapide auprès de personnes qu'on toucherait jamais, etc. Sans ça. Donc c'est très très bien. Mais les réseaux sociaux, je le dis en 2 secondes, les gens qui écoutent le podcast du marketing vont me dire c'est bon, elle nous le rabâche tout le temps, mais je le dis, c'est important. Il faut bien comprendre que les réseaux sociaux, vous ne les maîtrisez pas, vous n'êtes pas chez vous. C'est le réseau social qui décide de ce qui va se passer. Demain, il veut vous envoyer promener, il vous envoie promener pour des raisons qui sont les siennes. Et puis d'ailleurs, il est chez lui, le réseau social, il fait bien ce qu'il veut. Donc effectivement, c'est très bien les réseaux sociaux, mais il faut pas, à mon sens, tout baser sur les réseaux. C'est trop dangereux de baser son business que sur les réseaux. Et mon conseil à moi, alors tu vois, c'est exactement ce que vous avez fait, c'est d'essayer de ramener les gens des réseaux sociaux vers ton email, ta base email, parce que ta base email, pour le coup, tu la détiens, et tu as ce lien immédiat et direct, et même c'est même vachement intime, parce qu'en fait, tu reçois un email, c'est exactement comme recevoir une lettre dans ta boîte aux lettres, ça t'est adressé à toi. Et quand bien même toi, tu l'as envoyé, mettons, à 10 000 personnes, la personne, elle la reçoit quand même vraiment chez elle, sur son ordinateur, son téléphone, et il y a un truc vachement intime, et du coup, ça permet de faire exactement ce que vous avez dit. Une newsletter, on a tendance à voir ça comme quelque chose d'assez froid, un peu robotique, alors que c'est exactement l'inverse qu'il faut faire sur une newsletter. On peut raconter le même type d'informations, de choses sur une newsletter que sur les réseaux sociaux. On peut parler de sa vie, on peut parler des coulisses, on peut parler de ses problèmes, de ses questionnements. Et justement, c'est ultra facile de poser des questions, de faire des mini-sondages et d'avoir le retour immédiat de son audience. Là où quand tu peux faire un sondage sur Instagram, par exemple, il n'y a rien qui... Enfin, faut le faire d'ailleurs, c'est très très bien. Simplement, sur Instagram, tu vas toucher qu'une partie de ton audience et pas toute ton audience. Là où sur tes emails, quand t'envoies, t'envoies à tout le monde. Ils répondent pas, ils font ce qu'ils veulent. Mais n'empêche que, voilà. Donc, super bien. Je suis super contente. On n'en avait pas parlé en amont, mais je suis super contente que tu parles de l'emailing, parce que vraiment, ça me fait plaisir de voir que pour vous, ça a été vraiment un game changer, que ça a changé les choses et que ça vous a vraiment permis d'aller en profondeur et de mieux connaître votre audience. Et puis, deuxième élément que tu mentionnes, que je trouve vraiment super intéressant, c'est de se dire, bon, j'ai un cercle d'amis. Ok, je lance un projet, donc j'en ai parlé auprès de ma famille, mes copains, etc. Bien sûr que normalement ils sont sympas, ils vont essayer de nous soutenir, sauf que c'est pas leur job de nous soutenir, ils sont pas dans le projet et ils savent pas forcément comment faire. Quand bien même ils sont peut-être dans le marketing, quand bien même ils sont peut-être dans le business, parce que voilà, t'as fait des études dans, je présume, une école de commerce ou quelque chose dans ce goût-là. Donc j'imagine que t'avais des copains qui étaient en école de commerce. On pourrait se dire bon, c'est bon, ils connaissent un peu, ils savent comment ça marche, ils vont se débrouiller. La réalité,
c'est qu'ils se débrouilleront pas. Si tu leur mâches pas le travail, et c'est bien normal, hein, c'est pas du tout une critique, c'est absolument humain et normal. On a tous 1000 trucs à faire. Si on veut demander à des gens, qui que ce soit, de nous filer un coup de main, il faut leur simplifier la vie au maximum. Donc, votre kit de communication, je trouve que c'est tout simple, tout bête. De toute façon, vous allez le faire pour vous, ce kit de communication, parce que vous allez prévoir un peu votre com. Ben, autant proposer des éléments, peut-être pas tout, mais des éléments aux gens autour de vous pour leur faciliter la vie. Plus vous allez leur faciliter la vie, plus ils vont communiquer. Et vous, qu'est-ce que ça a fait? Ben, ils ont communiqué, ça a ouvert à d'autres cercles, qui ont eux-mêmes ouvert à d'autres cercles, qui ont eux-mêmes ouvert à d'autres cercles. En fait, tu lances la boule de neige et puis après, elle roule, quoi. Puis vaille que vaille. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Je vous rappelle juste, il n'est pas terminé. On avait tellement de choses à dire. J'avais tellement de questions pour Inès. Elle avait surtout tellement de valeur à apporter qu'on n'a pas réussi à faire tenir ça dans un seul épisode. Donc, je vous propose un second épisode. Il sera publié dans quelques jours et on y parlera de plein de sujets ultra importants, notamment des visuels, de comment s'entourer des bonnes personnes, de développer son influence et puis d'anticiper la suite. Alors je vous retrouve au prochain épisode pour la suite de cette discussion avec Inès Sadala. Si vous avez aimé cet épisode et que ça n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner au podcast sur la plateforme que vous écoutez. Ça vous permettra d'être notifié à la sortie d'un nouvel épisode. Et encore mieux, je vous invite à rejoindre les plus de 8000 personnes qui reçoivent déjà ma newsletter. Vous aurez un avant-goût de l'épisode de la semaine, mais aussi mes bons plans, un accès libre à tous mes cadeaux bonus et des invitations exclusives aux événements auxquels je participe en ligne ou en présentiel. Pour nous rejoindre, il vous suffit d'aller sur lepodcastdumarketing.com/newsletter. Je vous mets le lien, bien sûr, en commentaire. Je vous dis à très vite.